On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Avez-vous déjà pensé cultiver vos propres légumes à la maison? C'est possible. Il y aura d'ailleurs la fête des semences à Saint-Jean. On s'en reparle. Mais tout d'abord, parlons un peu des valeurs de Compostelle avec le Chemin du Québec et son fondateur, Pascal Auger. Parlons du chemin du Québec, ce qui peut s'apparenter aux valeurs de Compostelle, pour faire une comparaison, pour comprendre du sujet dont on parle aujourd'hui. L'un des initiateurs, fondateurs du chemin du Québec, c'est Pascal Auger. Il est avec nous, c'est un Joannais. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup de m'accueillir. Ça fait combien d'années que ça existe? Bien, les premiers balbutiements, c'est environ 5 ans qu'on a commencé ça. Puis le chemin du Québec, tout doucement, est devenu aussi un OBNL en cours de route. Là. Mais ouais, on a commencé les premiers pas en 2017. Ça a parti comment? Je comprends l'idée, on comprend ce qui se passe en Europe avec Compostelle, Ouais. mais comment cette idée-là s'est-elle amenée de ce côté-ci au Québec? Bien, ça a parti du fait que moi, j'ai marché Compostelle il y a plusieurs années. Ça avait resté dans ma tête, même qu'à un certain moment donné, j'avais le goût de m'installer là-bas, m'établir là, mais je suis revenu parce que j'avais commencé un projet ici. Et puis c'est resté en moi. Puis il y a quelques années, bien, j'ai mélangé un petit peu, revenir un peu à des passions que j'avais. Et quand j'ai commencé à faire de la rando puis inviter les gens à donner des formations, des conférences, je trouvais qu'il manquait encore un chemin au Québec. Il y avait certains circuits, mais ils n'étaient pas ouverts à l'année, pas assez longs, tu sais, pas assez de similitudes avec Compostelle. Puis voyant le besoin, le plaisir, la demande sur les médias sociaux, ben, on va tracer un chemin. Fait qu'on a commencé doucement à voir un point A, un point B, puis voir ce qu'on pouvait faire à travers tout ça. Et 5 ans plus tard, ça ressemble à quoi? Ah, bien, ça ressemble à un grand chemin de 1200 km qui part de Montréal, qui va jusqu'au bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé, dans le parc Forillon en Gaspésie. Et c'est l'unique chemin de ce type-là qu'on appelle la rando communautaire en Amérique. Bon. On utilise le terme Compostelle pour faire comprendre aux gens ce que c'est, mais en même temps, Compostelle, c'est en Europe. Ouais. Le chemin du Québec, est-ce que les gens savent ou comprennent maintenant ce que c'est? Le chemin du Québec, bien évidemment, il est en train de gagner en notoriété. On a besoin de l'expliquer aussi au fur et à mesure, mais quand même, quand on dit un chemin aux valeurs Compostelle tout de suite, c'est pour ça qu'on n'utilise pas vraiment le nom Compostelle, mais quand on exprime que c'est de la rando communautaire à la manière Compostelle, les gens comprennent très clairement. Là. Bon. Et ce chemin-là, il se fait de quelle façon? On s'inscrit? Il y a des groupes, il y a des dates, il y a des semaines. C'est quoi le modus operandi pour accéder à ce fameux chemin du Québec? Donc oui à toutes ces réponses. Le chemin du Québec peut se faire seul. Quelqu'un décide qu'il y a de l'expérience, il a déjà marché à Compostelle ou ailleurs, puis il décide de partir, il peut avoir son sac à dos et suivre les cartes qui sont gratuites, qui sont disponibles sur cheminduquebec.ca. Sinon, on offre également... l'objectif ultime un jour, c'est d'avoir tous les hébergements que les gens pourront faire leurs propres réservations par eux-mêmes avec un système de réservation. Mais on n'est pas tout à fait rendu là encore, donc on offre également un certain système d'assistance qu'on appelle. Donc, les gens nous contactent, on les met en lien avec les hébergements qu'on a, mais en même temps, ils ne sont pas obligés de dormir là. Ils peuvent aller à l'hôtel d'en face s'ils veulent. Et le troisième, ça, c'en est deux, donc seul, en solo ou assisté. Et le troisième, c'est moi, j'accompagne des gens chaque mois sur une portion du chemin du Québec. 12 mois par année, on fait 150, 200 kilomètres. Et puis, donc, on couvre tout le territoire comme ça. Ça, c'est surtout pour des gens qui n'ont pas d'expérience, qui partent de zéro, qui veulent découvrir puis avoir de l'assurance pour ensuite, peut-être, un jour, partir tout seul au Québec ou encore à Compostelle. Quand tu les accompagnes, est-ce que c'est principalement pour les partir ou si même dans certains cas, tu peux les rejoindre en cours de route? Essentiellement, on part tous ensemble. On se rejoint à un endroit. Ça dure une semaine. Donc, on commence à marcher le dimanche ensemble. Mais à tous les jours, les gens marchent à leur rythme, marchent seuls avec d'autres. Donc, on se croise, puis on se croise pas pendant la journée. On se croise s'ils veulent qu'on se croise. Souvent, on se voit presque pas parce qu'il y en a d'autres qui marchent un petit peu plus rapidement, etc. Donc, c'est vraiment libre. Et c'est ça qui est important quand on fait ce genre d'activité-là. On n'appelle pas ça un voyage organisé. J'appelle ça plus un rando-séjour libre et accompagné. Donc, je suis là, j'accompagne doucement, discrètement, ou autant que la personne le désire, si elle a besoin d'être accompagnée. J'aime bien le terme. Rando, séjour, libre et accompagné. Ça dit ce que ça dit. Comment on devient un randonneur ou un randonneur communautaire? Oui, les gens aiment la marche, il y en a qui grimpent des montagnes et tout ça, ou qui prennent des randonnées en plein air, mais là, on parle d'un autre type de randonnée. Comment on devient ce genre de randonneur? Bien,
Rapidement, il y a effectivement d'autres types. Il y a ce qu'on appelle la rando autonomie. Ça, c'est plus du camping sauvage tout le temps. Forêt, lac, montagne, raton laveur. J'aime ça l'expliquer de même. C'est clair, on est dans le bois et tout. Puis quand on parle rando, souvent, c'est ça que les gens viennent dans leur tête. À l'inverse de tout ça, il y a un autre truc qui s'appelle la rando touriste. C'est plus touristique. On dort plus dans des gîtes classiques avec sa chambre privée, salle de bain, donc assez luxueux. Entre les deux, la rando communautaire, pèlerinage. Comment on le devient? Bien, c'est souvent le goût un peu des deux trucs qu'on vient de parler, mais d'un lâcher-prise encore plus... c'est un appel, dans un sens. C'est un lâcher-prise de vouloir découvrir de manière communautaire chez soi, mais pas avoir le besoin d'avoir le gros luxe, mais surtout de ne pas vouloir se retrouver non plus dans le bois tout le temps, pas de toilette, pas de douche. Minimum de luxe, mais c'est loin des... Donc, c'est comme ça qu'on le devient. Puis, sérieusement, on le devient plus aussi avec l'âge. C'est pas quelque chose qui attire encore nécessairement beaucoup les jeunes. Ils sont plus dans la rando classique, camping sauvage. Quand on arrive à 40, 50 ans, il y a toute la démarche également de se retrouver, de prendre du temps pour soi, de prendre une pause dans sa vie. Donc, c'est plus ces gens-là qui vont être attirés. Mais effectivement, le volet de pouvoir se nourrir ou s'héberger de manière abordable ou raisonnable, ça fait partie un peu de cette fameuse expérience-là. C'est-à-dire que oui, on veut pas dormir dans un trou, mais on veut dormir dans quelque chose de convenable. On n'a pas besoin d'un 5 étoiles nécessairement à 300 $ la nuit. Exact. C'est ça, dans le fond, la nuance, là. Oui, puis moi, j'ai tellement des gens qui se l'ont autodit. Ils me disent, moi, d'habitude, je suis plus princesse et tout, mais là, j'avais le goût de découvrir autre chose et tout. Puis là, ils se laissent aller. C'est le lâcher prise, sortir de sa zone de confort, c'est là qu'on grandit le plus. L'idéal, c'est quoi? C'est de marcher 4, 5, 6 heures par jour? La moyenne, là. Bien, 4, 5, 6 heures, ça serait le minimum. C'est le minimum, ça? Ouais. Bien, tu sais, c'est parce qu'en rando, habituellement, on va faire entre 15 et 25 km. Par jour? Oui. Ce qui n'est pas tant que ça, parce que déjà, juste 15, c'est juste le double de ce qu'on devrait faire dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, on devrait marcher 10 000 pas, ce qui équivaut à peu près 7 km. OK? Bon, il y a beaucoup de gens qui ne le font pas, mais on essaie de les encourager à le faire. Donc, mais quand on le fait progressivement, c'est comme n'importe quoi. Quand on apprend à patiner, on apprend doucement, on se pète la tête un petit peu, puis on apprend. Donc, puis moi, je dis aux gens, tu sais, si vous marchez, là, mettons, là, 20, 25 km, divisé par 3. Parce que 3, c'est à peu près le kilomètre-heure qu'on va marcher avec les arrêts, les pauses. Ouais. Tu sais, parce qu'on prend notre temps. On marche peut-être à 4 km/h, mais avec les arrêts, les pauses, tout ça. Donc, si tu marches, mettons, tu marches 21 km dans ta journée, divisé par 3, ça fait à peu près 7 heures de marche. Okay. Toi, tes expériences de randonnée, mis à part celles, évidemment, où tu accompagnes au Québec, tu es allé à Compostelle quelques fois dans ta vie. Ça a pu ressembler à quoi, ta propre expérience, sur le nombre de kilomètres que tu as pu parcourir dans une journée ou lors d'un voyage? Écoute, mes expériences, effectivement, moi, je suis un gars qui vient des cantons de l'Est. Je viens de Sherbrooke. On avait un chalet à Sainte-Catherine de Hatley. Puis donc, j'étais un gars très, très de campagne, de nature et tout. Puis ça grandit dans moi toute ma vie. Puis dans mon travail, je me promenais beaucoup à travers le Québec. Donc, le côté communautaire était là. Et le besoin, le goût, le plaisir de se retrouver dehors. Puis à un moment donné aussi, d'échanger encore plus avec les gens, de rencontrer les gens, de vivre finalement, là, tu sais, là. Alors, c'est comme ça que, en plus, avec l'événement Compostelle, pour moi, ça a pris de l'ampleur et aujourd'hui, c'est ce que j'aime faire. Quand on peut marcher, une des choses que les gens disent, puis que j'aime beaucoup moi aussi, c'est l'échange qu'on a avec les autres. C'est ce lien-là qu'on fait avec les gens. Bon, là, récemment, tu es retourné du côté de Compostelle, mais dans ce qu'on appelle la variante portugaise, parce qu'en principe, de ce que moi j'en sais, c'est que le chemin de Compostelle, ça commence un peu dans le sud de la France, puis on transite après ça du côté de l'Espagne jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors toi, tu as fait une variante portugaise. Qu'est-ce que c'est? Chemin portugais. Tout d'abord, Compostelle, souvent on dit le chemin de Compostelle, mais Compostelle, là, il y a autant de chemins de Compostelle qu'il y a d'adresses en Europe. Parce que le principe, à l'époque, les gens partaient de chez eux. Aujourd'hui, il y a différents grands tracés de Compostelle, dont chemin portugais. Même au Portugal, il y a 3 variantes. Il y a ce qu'on appelle l'intérieur, la centrale, puis la côte. Moi, j'ai pris la côte qui gagne en popularité présentement. Donc, je suis parti de Porto et puis je suis monté tout le long de l'Atlantique. Et à un moment donné, je suis rentré plus l'intérieur et je suis arrivé à Compostelle. C'est combien de kilomètres, ça, Porto-Saint-Jacques-de-Compostelle? C'est tout dépendant quel chemin et tout, puis environ 300. 300 kilomètres. Tu as fait ça en combien de temps? Ça, j'ai fait ça en, grosso modo, 12-14 jours. Quand même. Moyenne à peu près ça, là, 220 km par jour.
Tu as fait ça quoi, au mois de décembre, janvier? C'est ça? Janvier, écoute, je suis parti, j'ai pris l'avion le 31 décembre. J'ai défoncé l'année à quelque part au-dessus de l'Atlantique. Je suis arrivé, moi, je suis parti de la maison, de Saint-Jean. Je suis parti ici, j'ai barré à la porte. J'ai marché 3 jours jusqu'à l'aéroport de Montréal. Tu as marché jusqu'à l'aéroport? Ben oui, j'ai juste fait le chemin du Québec en sens inverse. Parce que le chemin du Québec commence à l'aéroport de Montréal. Mais pourquoi marcher de chez vous jusqu'à l'aéroport? Quel beau trip! Parce que je voulais avoir cette sensation également, comme les pèlerins à l'époque avaient quand ils partaient de chez eux. Puis c'est trippant, parce que tu pars de chez toi, tu fais un bout du chemin du Québec, tu t'en vas jusqu'à l'aéroport, puis ça se fait bien, là, en 3 jours, ça fait vraiment bien. Puis là, quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai pris l'avion. Puis quand je suis arrivé à Porto, quand j'ai débarqué de l'aéroport, je suis descendu au centre-ville à pied, un petit 12 km. Ça se faisait vraiment bien. Mais j'ai été vraiment béni cette journée-là. C'était la journée de pluie quand je suis arrivé, quoi, le déluge. Là, donc, si tu as marché de Saint-Jean jusqu'à Dorval, c'est donc que tu as pris quoi, la traverse piétonnière du pont Champlain? Oui, exactement. Oh, ça fait plusieurs fois que je fais le pont Champlain à pied. C'est bien. Le fleuve, on peut le traverser là, Jacques-Cartier, ou même les écluses en été. Quand même. Ah, c'est impressionnant, là. Wow. Puis, qu'est-ce que tu as aimé de ce périple-là, du côté portugais, pour te rendre ultimement à Compostelle? Bien, de un, le retour aux sources du chemin de Compostelle, des chemins de Compostelle que j'avais fait il y a très longtemps. Le fait que là, j'y allais en janvier, je voulais de un, voir un moment où c'est plus tranquille. Parce qu'il faut se le dire, la saison estivale, certains chemins de Compostelle sont très achalandés. Et puis, de voir l'océan. J'ai tellement, pendant que j'étais là, revu le Québec. Parce que quand tu marches sur le chemin du Québec, rendu au fleuve, c'est large comme un océan. Donc, puis beaucoup moins de gens, le partage avec les gens, la villégiature. C'était vraiment génial. De ce que je voyais, ça t'a coûté quoi? À peu près 50 $ par jour? Ça, c'est pour te... Manger et dormir. Les deux? C'est une bagatelle. C'est pour ça que je vais y retourner dans pas long. Quand on arrive à Compostelle, parce que moi, je voulais y aller un jour, en tout cas, je voulais au moins visiter Compostelle. Là, je devais faire ça durant la pandémie, mais bon, c'était reporté. Mais quand on arrive à Compostelle, je comprends que c'est une église comme on en a plein d'autres en Europe, mais qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette église ou ce lieu-là qui est Compostelle? Bien, c'est pas tant l'église, c'est plus la démarche, l'accomplissement qu'on a fait. Pour bien des gens, le marcher 200-300 km, c'est quelque chose. Il y en a qui marchent 2-3 000 km. Ils vont partir un peu partout à travers l'Europe. Donc, c'est l'accomplissement, la fierté, parce que c'est beaucoup ça, la marche. On parle beaucoup de la marche pour la santé physique, la santé mentale, mais c'est également l'estime de soi, donc l'accomplissement. Puis pour moi, là, c'est pas tant... Alors, tu peux aller visiter aussi les restes de tombeaux de Saint-Jacques, là, mais c'est pas tant ça. Pour moi, c'est quand je me rends également au bord de la mer à Finistère ou Fistera pour certains, où là, encore une fois, il y a une connexion avec la mer. Mais c'est beaucoup, tu sais, c'est des millions de personnes qui ont marché là, donc c'est cette énergie qu'on retrouve. Et là, le truc, dans le fond, c'est d'avoir un sac à dos qui n'est pas trop pesant. C'est ça la clé? Entre autres. Entre autres? Entre autres. Effectivement, parce que souvent, les gens ont un sac à dos aussi gros que leur peur et leur crainte. Et c'est ça le problème. Dans le fond, on a besoin de tellement rien. Le pire ennemi en rando, c'est le surpoids du sac à dos. Donc oui, il faut savoir voyager léger. Puis c'est le fun parce qu'après ça, on apprend ça, puis on peut voyager partout à travers le monde de manière très, très, très allégée. Quand même, quand même. Là, bon, il y a quelques années, le chemin du Québec est devenu un OBNL. En quoi ça a changé la structure de l'organisation? Ah, bien, c'est de un, ça ouvre les portes pour des rencontres avec des associations touristiques, avec des subventions, tout ça. Puis ça donne aussi des gens qui s'accaparent le chemin, conseil d'administration, des bénévoles, donc l'implication des gens partout à travers le chemin. Parce que, tu sais, on travaille quand même sur 1200 km. Des OBNL de 1200 km, n'a pas tant que ça. Oui, tu as des grands classiques, mais quand même, fait que ça donne ce poids-là, finalement. Dernière question. On sait que la mode est au podomètre ou les montres intelligentes et tout ça. Est-ce que tu as déjà compté le nombre de kilomètres que tu marches dans une année? Ben, je pourrais te le dire parce que j'ai une application sur mon téléphone, mais là, je ne le sais pas. Mais écoute, c'est pas compliqué. Moi, je fais mes 10 000 pas à tous les jours. Plus je pars à chaque mois, je pars pendant une semaine. Je donne des formations une fois par mois. Écoute, j'ai déjà calculé, c'est autour de 4 à 5 000 kilomètres par année. Par année? Oui. Tu as du millage? Ça me paraît pas trop. C'est la clé pour rester en santé aussi. Pascal Auger, merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. Restez avec nous. On vous revient après ceci.
Voilà un événement ou encore un sujet qui a piqué ma curiosité. C'est la fête des semences, un événement qui se tient ici à Saint-Jean-sur-Richelieu cette année, samedi le 11 mars dès 9 h le matin. C'est aux 4 rues de la Pépinière, c'est tout près du pont Marchand du côté d'Iberville. Deux invités pour en parler, Geneviève Bessette, bonjour à vous. Bonjour. Accompagnée de Nicolas Sainte-Marie, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes tous les deux copropriétaires de la Shop agricole. Avant même de parler de cette fête des semences, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quoi ça, la Shop agricole? Bien, c'est d'abord avant tout c'est un site, donc une plateforme, dans le fond, où on reçoit des jardiniers autant amateurs que professionnels. On a des produits, des services, puis on veut vraiment connecter les gens avec l'horticulture, l'agriculture. Donc, pour toutes sortes de projets, en fait. Mais notre mission, c'est vraiment de faire pousser de tout, partout. Comment ça a commencé? C'est une vieille histoire, en fait. J'avais une entreprise de fertilisants sur la Côte-Nord où on recyclait des produits marins. Puis il y a des amis à moi à Québec qui nous ont demandé si on pouvait les aider à faire de la culture sur les balcons. Très difficile sur les balcons et les toitures. Il fait très chaud, beaucoup de soleil, beaucoup de vent. Donc, on a développé une technique, en fait, en contenant. Et ça a été très, très vite. Tout le monde autour dans les blocs appartements voulait faire leurs légumes. On s'est rendu compte qu'il y avait un segment de marché à faire avec ça. Donc, il y avait une entreprise à faire avec ça, puis que les gens avaient vraiment faim. Donc, on a commencé à Québec. On s'est étalé ici, dans le coin de Montréal. On s'est étalé à La Rochelle, en France. Donc, nos produits ont été étalés en Espagne, un peu partout. On s'est rendu compte que la technique fonctionnait partout. Maintenant, après 15-16 ans à faire ça, on est rendu vraiment à travailler sur la fabrication des produits parce que le nerf de la guerre en agriculture sont les produits qu'on utilise. Mais c'est quoi? C'est une passion ou un loisir qui est devenu aujourd'hui une occupation à temps plein? Bien, nourrir, tu sais, dans le fond, se nourrir nous-mêmes, de cultiver nos propres légumes, je pense que c'est... Tu sais, ça a toujours... on a toujours fait ça, l'humain, là, je veux dire, à travers la planète. Puis, dans le fond, c'est des cycles où nous, nos grands-parents, tu sais, savaient comment jardiner, mais il y a eu, tu sais, comme notre génération à nous, ne savent pas nécessairement ou n'ont pas grandi en milieu rural. Fait que, dans le fond, on voulait que les gens reprennent goût au jardinage, puis de consommer des légumes sains, locaux, sans pesticides, tout ça. Puis, tu sais, qui n'aiment pas manger les concombres, les tomates du jardin, tu sais. Puis aussi, de transmettre ça à leurs enfants, puis de savoir comment ça marche, puis de le rendre facile, parce que on s'entend, c'est de la biologie, là, les gens ne savent pas nécessairement par où commencer, puis on voulait rendre le tout le plus facile puis naturel possible. Mais c'est comme un changement de culture, de valeur, de retour à la terre, de retour au terroir. Même on regarde dans le comportement des consommateurs, on va à l'épicerie aujourd'hui. Tu sais, moi, le premier, quand je regarde OK, le légume, il vient de l'autre bout du monde. Oh, je suis pas sûr que ça me tente finalement. C'est trop loin. Ouais. Mais c'est un peu ça aussi où les gens aujourd'hui, il y a des villes qui permettent les pôles urbaines. Exact. Fait qu'il y a une espèce de culture ou de retour. On s'est beaucoup urbanisé dans les dernières décennies. Puis là, il y a comme un retour de pendule. On a un discours qui ressemble à ça, mais qui est un peu différent, avec des verbes et des adjectifs très différents. En fait, moi, je viens de l'ingénierie de l'architecture. Geneviève vient des études en microbiologie. C'est une erreur qu'on soit ensemble, en fait, qu'on se soit rencontrés dans la vie. Ça a cliqué immédiatement, mais on est en ce moment au Québec le seul couple qui mélange les matériaux, les protocoles d'utilisation de travail avec les molécules. Puis en ce moment, je pense que les gens qui regardent les nouvelles, ils ont vu que Loblaws a annoncé qu'il y a encore 1000 fournisseurs qui vont monter les prix d'ici les 2 prochains mois. Donc, pour la population, en fait, au Québec, les gens pensent que l'augmentation alimentaire est arrivée dans la dernière année. Elle s'en vient. Donc, à ce moment-là, quand on fait le calcul puis qu'on s'achète un concombre à 4 et qu'on va voir un sachet de semences où il y a 50 semences qui vont te donner 20-30 concombres chacun pour 3,49 $, c'est là qu'on comprend qu'on n'est plus dans une situation où le jardinage, c'est une question de plaisir. Maintenant, on est rendu qu'on s'approche de la nécessité. C'est comme là, dans les dernières semaines, là, la laitue. Oui, effectivement. Moi, je suis désolé, une laitue à 7 ou 8 $, c'est bien plate, mais on n'en mangera pas cette semaine. Ça n'a pas de sens, là. Il y a des sachets de semences de salade qui a 500 semences de salade dedans pour 3,99 $. Imaginez-vous, 500 salades pour 3,99 $. Cultiver à la maison, là, parce que là, bon, on s'entend que nous, on est au Québec, puis c'est l'hiver, là. Ouais. On comprend que les gens peuvent avoir des petits jardins l'été, mais là, on est quoi? Il faut
est-ce que ça prend beaucoup de place? Quelqu'un qui fait ça à l'intérieur chez lui, là, ça demande quoi? Mais on peut partir vraiment un petit espace avec quelques plateaux, lumière artificielle, à des installations vraiment plus grandes là, où, mettons, il y a plein de gens qui ont une pièce qui est inutilisée, que ce soit au sous-sol ou même un enfant qui est parti en appartement. Puis là, ils se disent, on récupère la pièce. Puis là, même, il y a des gens qui cultivent des potagers entiers, même à l'intérieur, haricots, radis, laitues, tomates, concombres, à l'intérieur, carrément à l'année. Est-ce qu'il faut les sortir dehors durant la belle saison ou si on peut les garder en dedans 12 mois par année? Pour les semis, tu sais, dans le fond, quand on démarre nos semis puis qu'on veut juste des plants pour planter à l'extérieur, là, ça va être juste une courte période. Mais sinon, c'est ça, il y a des gens qui cultivent à l'année dans des pièces de leur maison. Donc, ça veut dire que si, exemple, prenons l'exemple de l'enfant a parti de la maison, il y a une chambre de libre, 10 par 12, on a assez d'espace là-dedans pour cultiver énormément, absolument. Ouais. Ce qui est important à savoir, c'est que la culture intérieure vient surtout, et l'équipement vient de l'industrie du cannabis. Oui, non, maintenant, c'est eux autres qui ont développé ça puis qui n'ont pas fini les techniques. Il y en a qui ont créé beaucoup d'expertise là-dessus. Oui, c'est ça, exactement. Maintenant, quand on fait un calcul, une salle de 10 par 10 à la maison, équipée correctement, c'est-à-dire 2 000 d'équipement environ, vous pouvez faire facilement 5, 6, 7 000 de légumes par année. Maintenant, ce n'est pas nécessairement la quantité de légumes qu'on va faire, c'est la dopamine qui est créée chez l'être humain au niveau du jardinage. Moi, je viens de l'ingénierie, de l'architecture, on fait énormément de sport, on bouge 7 jours sur 7, on n'arrête pas. Dans le jardin, tout arrête et que ce n'est que du plaisir à chaque instant. Fait que dans le fond, vous autres, vous aidez les autres. C'est un peu ça? Oui, c'est notre transfert de connaissances qui prime à la shop agricole. Puis là, vous êtes installé à Saint-Jean depuis combien de temps? 2 ans. Oui, on entame notre 3e année. Bon, là, comme je l'ai dit en introduction, là, vous êtes aux 4 rues... 54. 54, pardon. Oui, c'est une petite erreur dans le journal. Donc, 54 rue de la Pépinière. Ça, dans le fond, c'est pas loin de l'ancienne Pépinière Brown? C'est l'ancienne Pépinière Brown, oui. C'est là que vous êtes, là. Exact. Oui, on était depuis plus de 10 ans à Longueuil, sur la rive-sud de Montréal. Puis, on avait, tu sais, nous, on s'est toujours promené à travers la province, puis même à travers le Canada pour développer nos expertises, puis partager notre passion. Mais là, on s'est, dans le fond, à Longueuil, on est parti pour aménager dans l'ancienne Pépinière Brown, parce que là, on avait tout un terrain de jeu là, à notre disposition pour avoir tout ce qu'on a besoin pour pouvoir montrer notre expertise. C'est l'automne dernier, on a installé un dôme géodésique dans la pépinière. Pour montrer justement même le jardinage à l'année, pour que les gens puissent avoir des espaces de serre aussi. Bon. Et la fête des semences, qu'est-ce que c'est au juste? Ah, la fête des semences. J'avais un petit lousse, en fait, dans ma cédule de 7 jours sur 7. J'avais quelques heures par semaine de lousse. Puis on a fait une petite étude de marché ici dans le coin, puis on essayait de voir comment les gens font pour développer l'agriculture, puis on est tombé dans le néant. Pas d'événements, pas de festival, rien qui rassemble les startups, les petits entrepreneurs qui font de la qualité. On s'entend que dans notre économie, c'est pas facile pour les startups. Fait que quand on fait une étude dans le Québec, toutes les MRC, toutes les régions du Québec ont une fête de semences, pas nous. C'est pas Fait canadien. Fait qu'on s'est dit, on va la refaire. Et puis, écoute, on avait 35 espaces, on a eu de la demande, tous les meilleurs semenciers du Québec. Il y en a qui font 300, 400, 500 km pour venir rencontrer les gens ici. On est une zone agricole avec très peu de développement agricole. Donc ça, c'est samedi, le 11 mars, dès 9 h le matin. Là, il va y avoir un food truck, donc un camion de rue. Plusieurs. Bon, plusieurs. Oui, plusieurs. Ouais, on est allé camions. chercher des compagnies d'Iberville dans le coin ici qui ont des petites choses spécialisées, Ouais. là, des plaisirs gastronomiques, des cupcakes. On amène des vélos électriques, en fait, avec Vélos Conversio, qui ont une entreprise extraordinaire. Il va y avoir des vélos électriques pour les gens qui veulent les essayer sur place. Donc, on s'entend que si tu fais de l'agriculture, du jardinage, tu veux économiser sur le pétrole, le gaz et faire des activités sportives, quoi de mieux que le vélo électrique? On réunit des semenciers qui sont à travers la province, que généralement, on peut les contacter uniquement par courriel ou juste en ligne. Là, c'est l'occasion de pouvoir échanger avec ces gens-là, de partager leur passion. Puis, on a même des semenciers qui viennent de l'Ontario. Ça va être assez... Parce que épique. cet événement-là, vous l'avez déjà tenu à Longueuil. Oui. Ouais. Puis, c'était quoi la réaction du monde? Parce que nous, ici, c'est nouveau, là, mais les gens, ils réagissaient comment à votre événement avant? En fait, c'est très drôle parce que le transfert de connaissances en agriculture est très mal fait. Là, si on va dans les magasins ici au Québec, le Québec doit être fait à au moins 60 de produits d'importation asiatique. Fait que la qualité des produits en jardinage est très faible dans les magasins, donc on compte sur le rachat des gens. Nous, c'est l'inverse. Quand les gens viennent chez nous, on veut que le stock il dure longtemps, qu'ils produisent beaucoup
et que leur jardin, pour eux autres, dans la vie, soit absolument impensable de ne pas en avoir. Fait que les gens qui viennent rencontrer les semenciers viennent apprendre comment finir leur production, comment s'assurer d'avoir des productions, comment prévenir les maladies. Donc, en fait, c'est la plus vieille chose au monde, c'est de nourrir les humains, mais c'est oublié souvent. C'est un événement intérieur-extérieur, Oui. si on veut. Oui. Tu allais dire quelque chose? D'avoir aussi l'occasion de pouvoir acheter des produits québécois aussi, là, des produits horticoles québécois, que ce soit les fertilisants, que ce soit des accessoires, puis d'encourager justement cet achat-là de produits professionnels, mais à la portée de tous. Ouais. Mais tu sais, on regarde dans les dernières années aussi, les gens se sont abonnés à des paniers, mais sauf que c'est souvent, bien, il y en a des 12 mois par année, mais c'est souvent plus dans la belle saison. Donc, on sent que les gens ont une ouverture à changer leur culture et leur façon de faire. Dans le fond, votre événement du samedi 11 mars, c'est un peu pour piquer la curiosité du monde. Ah, absolument, mais aussi pour cette journée-là, les semences qui viennent sont en rabais, ils n'ont pas de taxe, c'est un achat direct, directement au semencier. Fait qu'on faisait un calcul tantôt, un sachet de semences à 3,50 $, il y a 500 semences de concombres, bien là, il va être à 3 $, 2,50 $. Et écoute, on peut faire n'importe quel calcul de mathématiques, il n'y a pas moins cher comme alimentation qu'aller acheter ces semences dans un événement comme ça et de les faire soi-même à la maison. Dans un contexte économique où on est, on a besoin de solutions. Nous autres, chaque matin, on se lève puis on crée une nouvelle solution à un nouveau problème. Puis en fait, de s'entourer de nature, je veux dire, on a tous un petit espace, puis tu sais, on va... les gens pensent à vouloir voyager. Les paradigmes. Mais tu sais, les gens pensent à voyager, d'aller dans le sud, d'aller dans des endroits où ils vont pouvoir s'entourer de nature, puis pourtant, on pourrait tout le faire ici, la même chose. Alors donc, la fête des semences, c'est samedi, le 11 mars, dès 9 h, à l'ancienne pépinière Brown, sur la rue des Pépinières, à côté du pont Marchand. C'est un événement qui est gratuit. Oui. Donc, si vous êtes moindrement curieux, vous voulez vous y mettre, donc allez découvrir la shop agricole. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Restez avec nous, on vous revient après ceci. On est dans la semaine de la Journée internationale du droit des femmes, le fameux 8 mars, mais dès la semaine prochaine, le 16, le Centre de femmes du Haut-Richelieu va commencer les célébrations de son 40e anniversaire. Si vous avez de l'intérêt, allez visiter leur site Internet. À demain. Bye bye.